Delphin, je suis nouveau président de l'AFU en remplacement de Jean Bonnet qui a démissionné en fin d'année. Le conseil d'administration m'a fait l'honneur de m'élire en tant que président. Et donc ces matinales se poursuivent, qui se font régulièrement par l'AFU sur un certain nombre de sujets. Et un sujet peut-être un peu différent de ceux qu'on a habituellement est lié à nos défunts et à nos cimetières. Et donc on va nous expliquer qu'il y a d'autres modèles que le cimetière traditionnel que nous avons tous en tête dans nos communes. Et donc M. Sutter va nous présenter les expériences, et notamment parler bio aussi pour nos défunts. Donc un nouveau sujet que l'AFU a pris à bras le corps. Et je vais vous laisser tout de suite la parole. Merci. Alors je vais introduire effectivement, et je voulais surtout rassurer tous ceux qui ont eu le carton de la matinale où était inscrit concernant mon intervention à la fin des cimetières. On ne va pas aller vers la fin des cimetières, c'était effectivement pour vous faire un peu réagir, être un peu provocateur, même si le sujet s'y prête pas toujours. Mais voilà, l'idée c'était surtout de vous balayer effectivement ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en termes de réglementation et que ce soit en termes de pratique aussi, puisque ces pratiques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, alors là j'ai pris l'exemple de l'agglomération mulhousienne encore, on a une évolution à la hausse du nombre de décès, liés au vieillissement, mais aussi à l'accidentologie ou à la maladie. Vous le voyez ici sur le graphique, donc depuis 2018, on a une augmentation avec un pic observé en 2020, qui s'explique donc par l'épidémie de Covid. Et par le modèle INSEE, par les projections ONFAL dans les services statistiques, on arrive en fait aussi à projeter ce nombre de décès. Vous le voyez, l'agglomération mulhousienne va vers une augmentation du nombre de décès, mais c'est aussi le cas à Saint-Louis ou dans l'agglomération colmarienne, dans une plus grande mesure parce que l'agglomération mulhousienne, du fait du poids de Mulhouse, est aussi une agglomération qui est plus jeune, avec une très forte part de population jeune, donc tendanciellement aussi une mortalité qui est plus faible. La question des cimetières va se poser aussi, et on va le voir, sous forme de différentes questions, des questions foncières, des questions de place, des questions d'économie, des questions environnementales sur lesquelles on va s'attarder le plus longtemps avec M. Sutter. Aujourd'hui, on compte 49 cimetières dans l'agglomération mulhousienne. Certaines communes en ont plusieurs, notamment en Mulhouse, mais d'autres communes également. Là, vous les voyez donc localisés sur la carte. En tout, les cimetières dans l'agglomération mulhousienne, c'est près de 70 hectares. Donc, en termes de foncier, dans lesquels effectivement on compte bien sûr des surfaces occupées, mais des surfaces aussi de réserve. Donc, on a aussi des espaces qui sont porteurs d'enjeux et d'enjeux fonciers dans un contexte en fait urbain qui évolue beaucoup, notamment sous l'effet de la prochaine loi ZAN, dont vous avez certainement déjà entendu parler. L'urbanisme et la mort, il y a toujours eu un peu des relations conflictuelles. C'est-à-dire que dans la Rome antique, les morts étaient enterrés en fait aux portes de la ville, donc à l'extérieur des villes. Et puis le Moyen-Âge a fait rentrer les morts dans la ville. C'est pour ça que beaucoup des cimetières qu'il y a dans vos communes sont des cimetières qui sont en plein village ou en plein cœur, en tous les cas, cœur de ville, puisque les cimetières étaient à côté des églises, traditionnellement. Et puis, se sont passées beaucoup de périodes pandémiques, qui ont fait aussi qu'au XIXe siècle, tous les mouvements hygiénistes et donc ces épidémies ont provoqué en fait le départ à nouveau des cimetières vers le confin en fait des limites communales. Et ces évolutions en fait sont liées à un décret préral donc de 1802 qui aujourd'hui encore dicte beaucoup de choses en matière d'implantation des cimetières, qui est toujours en fait en vigueur et qui encadre encore beaucoup aujourd'hui la gestion de ces cimetières. M. Sutter vous en parlerait très certainement, notamment l'implantation des cimetières par rapport aux habitations, le fait qu'il faille des emplacements suffisamment disponibles justement en cas de pandémie ou d'épidémie. On a toujours cette problématique. Mais dire maintenant effectivement les cimetières se situent à l'extérieur de la ville, qu'est-ce que c'est l'extérieur de la ville, surtout entre le 19e siècle et aujourd'hui, quand l'urbanisation a rattrapé
les franges urbaines de l'époque. Ici, vous voyez le cimetière Montparnasse. S'il était urbanisé, on parlerait de milliards d'euros, puisqu'il est situé en plein cœur de Paris. Mais, j'allais dire, localement, ces enjeux fonciers vont se poser aussi. Il y a une évolution majeure dans les pratiques funéraires qui nous font poser aussi ces questions, c'est l'évolution de la crémation. Vous le voyez ici sur la cartographie, sur le graphique, pardon. Dans les années 90, la crémation, c'est à peu près 10% des enterrements, enfin des manières effectivement de partir. Aujourd'hui, le nombre de crémations atteint près de 36% et le nombre est en augmentation constante. D'après les enquêtes qui sont menées, plus d'1 Français sur 2 souhaiterait effectivement passer par la crémation plutôt que par un enterrement, une mise en terre classique. Cette évolution des pratiques interroge sur la place qui sera nécessaire, puisque effectivement la crémation nécessite moins de place qu'un en-feu par exemple, et donc des questions qui vont se poser sur cette question de la place. Aujourd'hui, comme on l'a indiqué juste précédemment, vous avez ici un exemple local de ces cimetières, des exemples locaux, avec à gauche le cimetière donc, nord de Kingersheim et le cimetière de Wittenheim sur la droite. On voit bien ici que les cimetières sont enserrés dans un tissu de faubourg, entre effectivement dans l'urbanisation qui a été marquée. Même si au début ils étaient aux confins effectivement de la ville, ils se sont fait rattraper par l'urbanisation, avec encore des terrains disponibles, comme on le voit sur le cimetière de Wittenheim, porteur d'enjeux aujourd'hui aussi, puisque le foncier se raréfie de plus en plus. Alors c'est quoi la solution? Si on manque de foncier, est-ce qu'un jour on ira vers des solutions verticales? Pourquoi pas? On a ici des exemples, donc l'exemple le plus à gauche est peut-être le plus connu parce qu'il a fait parler de lui il n'y a pas très longtemps. C'est le cimetière donc, de Port Santos au Brésil. C'est le plus grand cimetière vertical du monde, avec 32 étages, 108 mètres de haut et un potentiel d'accueil de 180 000 personnes. Alors il a fait parler de lui parce que M. Pelé est inhumé dans ce site. Ça a plutôt l'air d'ailleurs d'être un hôtel de luxe quand on voit d'autres photos, parce que c'est vrai que on dirait plutôt un immeuble de promotion immobilière. Au Japon, donc en haut à droite, vous avez un columbarium futuriste avec 2000 niches et des urnes fermées par un Bouddha et un système en fait illuminé où vous appuyez, où vous donnez le nom du défunt et le Bouddha s'illumine. Au Japon, la problématique est telle que le foncier coûte tellement cher qu'il est quasiment maintenant impossible d'être inhumé en terre. Le coût effectivement d'un enterrement avoisine les 100 000 €, donc c'est quelque chose qui est assez inabordable. On a testé aussi les solutions verticales à Marseille avec la cathédrale du silence. Donc là aussi, ce sont des enfeux, donc des cercueils en fait qui sont superposés. Et puis en Inde, on essaye aussi des projets. Donc c'est une tour funéraire pour le coup multiconfessionnelle. On en est au stade du projet avec toute une réflexion aussi environnementale sur la manière de construire. Voilà, une perspective à l'avenir. Le second défi qui est posé par la question funéraire, c'est un défi économique. C'est-à-dire que la population, selon les secteurs, se précarise aussi. On sait que des funérailles, c'est un engagement financier important. Et donc, on a des collectivités qui se sont aussi orientées vers le réemploi, notamment à la fin des concessions. Il est possible de racheter des concessions d'occasion, comme c'est le cas par exemple ici à Lille. C'est le cas également en Allemagne, où effectivement on peut quand les concessions sont à terme échues, racheter une concession à un prix nettement moindre. On a aussi, quand on parle de ce sujet, une question architecturale, une question d'ambiance, une question de mode de vie qui se pose. La plupart du temps, quand on a l'image d'un cimetière, on a l'image de gauche qui arrive à l'esprit, c'est-à-dire une monotonie minérale, des dalles effectivement de marbre et de béton,
peu d'allées, vous le voyez, peu d'arbres finalement, si ce n'est sur les contours. Et donc là aussi une perspective, j'allais dire, négative qui est en plus amplifiée par cette monotonie paysagère. L'emplacement des sites pose aussi parfois question. Vous avez ici le crématorium d'Ilzac qui est sur votre gauche. Avant d'y arriver, on traverse une zone industrielle. Pour un lieu de recueillement, c'est aussi quelque chose qui peut être difficile à vivre. Pour des questions d'accès aussi, puisqu'on est vraiment sur des embranchements aussi routiers. Et donc, l'important aussi à l'avenir, c'est d'avoir en tête que ces espaces sont des lieux de recueillement, peut-être même de promenade, en tout cas des lieux très sereins, mais où il manque aussi des espaces de cérémonie qui doivent s'adapter à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles manières. On a parlé et on va s'attarder sur ce dernier défi, ce défi environnemental qui est posé effectivement par les sites funéraires. Aujourd'hui, les cimetières sont pour beaucoup des îlots de chaleur l'été. On a effectivement des surfaces qui sont très minéralisées et donc un enjeu aussi de déminéraliser ces sites. Ce sont, et ça a été pendant très longtemps, des endroits pollués puisque on a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont utilisés, de pesticides qui ont été utilisés pour entretenir les cimetières, entretenir les allées. Aujourd'hui, effectivement, depuis un arrêté de 2021, tous les cimetières communaux sont en gestion zéro phyto. Donc les choses changent, les choses bougent. Vous voyez par exemple à Nantes, on utilise maintenant du vinaigre pour désherber les allées du cimetière. Mais un enjeu de végétalisation qu'il faudra garder à l'esprit, et on va le voir, qu'on a déjà mis en œuvre dans beaucoup de collectivités. Pourtant, ce tournant écologique qu'on prend maintenant, avec ces nouvelles réglementations, à l'origine, beaucoup de cimetières étaient des cimetières jardins. Vous voyez ici à gauche, en haut à gauche, le Garden Cemetery aux États-Unis, qui sont en fait, au départ, conçus comme des parcs. Ce sont des lieux de recueillement, ce sont surtout des lieux de promenade pour ces cimetières très anciens. Le cimetière paysager de Nantes, par exemple, abrite le plus grand arboretum de la région. Donc là aussi, pour des botanistes, pour des passionnés en termes de paysages et d'arbres et de plantes végétales, c'est un lieu qui attire beaucoup. Le cimetière donc, du parc de la Baule, vous le voyez, ressemble plus là aussi à un parc qu'à un cimetière, avec une très très grande place accordée aux végétales, des stèles très peu visibles et très dispersées dans un espace très grand, à tel point que ce cimetière donc, a eu une récompense dans le cadre des Victoires du paysage en décembre 2020. D'autres exemples aussi, en bas, dans le Calvados, en fait, on a même implanté des ruches. Et plus récemment, si vous avez lu la presse, il y a eu un problème à Bâle, dans un quartier de Bâle, où les biches envahissent le cimetière. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a effectivement des espèces qui se sentent bien dans des espaces où ils sont plus ou moins tranquilles aussi. Voilà. Le cimetière paysager, il renvoie à une esthétique du paysage, à la place du végétal qu'on met dans le cimetière. Le projet d'extension du cimetière d'Eguisheim est un cimetière paysager, dans le sens où on accorde beaucoup plus de place au végétal. Le cimetière bio, le cimetière naturel et écologique, renvoie, en plus de ces aspects environnementaux et végétaux, renvoie à une éthique de la mort. C'est-à-dire, et ça je ne vais pas m'attarder parce que ça sera le propos de M. Sutter, l'idée c'est de retourner à la Terre. Pour retourner à la Terre, il faut réduire notre empreinte écologique quand on y retourne. Donc on va parler de caveaux qui ne seront pas traités, de pierres tombales qui prennent très peu de place, et puis tout un soin du corps qui est nécessaire, pas de soin de thanatopraxie, quand on est dans un cimetière naturel, pour que justement les résidus, on va laisser à la nature et une empreinte carbone la plus faible possible. Les morts s'approprient la terre. Vous avez ici des exemples en Allemagne, où la réglementation est très différente aussi.
Mais ici, ce sont des forêts en fait, au pied des arbres, sont enterrés soit les urnes cinéraires, qui permettent en fait de venir se promener en forêt. Il y a juste des petites plaques qui sont déposées en fait sur les arbres et qui permettent de se souvenir des défunts. En Suisse, c'est le cimetière d'Alpirsbach qui a fait beaucoup parler en son temps, puisque un philosophe vivait sur ces terres et surtout des promoteurs voulaient y implanter des stations de ski. Pour l'éviter, ce philosophe a répandu en fait des cendres, le lieu est devenu sacré, la montagne a été protégée. Et c'est toujours encore le cas. On pouvait faire il y a quelques années aussi des forêts et des parcs cinéraires. Vous avez ici dans le Morbihan des exemples. Donc ce sont des grandes plaines avec des arbres plantés au pied desquels on dépose les urnes dans un espace complètement naturel et complètement, en général, de très grands espaces. Vous avez la même illustration sur le parc cinéraire du parc de l'Anjou. On peut choisir un arbre familial, que ce soit des arbres individuels, des arbres communautaires. Enfin, plusieurs formules sont possibles pour des concessions qui sont en général aussi moins longues que les concessions traditionnelles. Cinéraires, tout à fait. Donc là aussi, des initiatives intéressantes, mais qui ont été plutôt arrêtées, puisque un décret de 2008 encadre maintenant la destination des cendres et interdit les lieux collectifs destinés au dépôt des urnes, autre part que dans un cimetière. Donc il y a une réglementation qui a changé. Pour ceux qui avaient été mis en place avant 2005, rien ne change. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement se désolidariser de créer un lieu de recueillement en dehors de l'appartenance à un cimetière. J'en terminerai quasiment sur ces derniers aspects pour évoquer le fait que les pratiques funéraires et que la technologie funéraire évoluent beaucoup. Vous le voyez ici sur cette représentation d'un cercueil loup qui est composé de mycélium, donc la partie végétale du champignon, qui permet en fait d'être enterré dans le sol et une décomposition rapide et une décomposition écologique du corps. On parle aussi du cercueil en carton. On parle donc des urnes qui sont biodégradables, qui sont mises en œuvre. De plus en plus aussi, on voit apparaître pour des personnes qui sont loin du lieu où sont leurs défunts, des cimetières numériques ou des cimetières virtuels avec des espaces de recueillement qui sont dédiés mais sur des sites. Et puis, des évolutions aussi sur le mode de traitement du corps. Nous, on parle beaucoup de crémation, mais il y a d'autres manières de faire qui, pour l'instant, sont des pratiques encore illégales en France, et notamment la prométion, donc la transformation du corps en une sorte d'humus. Donc l'humusation, aux États-Unis, c'est des choses qui ont été faites. Donc là, on retourne effectivement à la terre parce qu'on est décomposé et on devient de l'engrais. L'aquamation, c'est l'inverse de la crémation, puisque c'est une crémation par l'eau en fait, pas par le feu, mais une crémation par l'eau, où on devient très très dur et où on devient de la poudre très très rapidement. Apparemment, ça consomme beaucoup moins d'énergie que la crémation classique. Et puis, des entreprises alors pour le coup suisses, ça n'étonnera peut-être personne, se sont lancées aussi dans les diamants commémoratifs. Puisqu'on peut également, à partir des cendres d'une personne, créer en fait un diamant. Alors, un diamant, vous le voyez sur l'image, qui est toujours bleu, puisque notre corps contient un métal qui s'appelle le bore, et le bore est bleu. En fonction du taux de bore que nous avons, le diamant est plus ou moins bleu. Donc ça existe. Voilà, pour des clous en fait qui sont quand même très voisins de ce qu'on voit sur des funérailles habituelles. Même pour le diamant? Même pour le diamant, ça commence à 10 000 euros. Oui, alors pour l'instant ils sont quand même peu sur le marché, il y a peu d'endroits et c'est légal en fait. Mais au Japon c'est très répandu parce qu'encore une fois il n'y a aucun moyen en fait de retourner. Je termine par cette dernière diapo pour laisser la place à M. Sutter pour juste faire une petite synthèse des enjeux globaux. C'est vrai que
nous, on est urbanistes de métier. Ce sujet est très peu abordé en fait dans les documents d'urbanisme en tant que tels. Ils sont abordés de manière communale, dans des réflexions communales. C'est souvent d'ailleurs des services d'espace vert ou l'état civil qui gèrent ces questions, pas le service urbanisme. Donc peut-être des enjeux d'avoir des stratégies funéraires, compte tenu des enjeux fonciers qui sont derrière aussi, plus larges et à des échelles peut-être intercommunales. Vous le voyez ici, on a le cimetière métropolitain de Montpellier qui a été récemment conçu, comme là aussi un espace de promenade, mais à des échelles intercommunales. Le cimetière, c'est un espace public, donc qui porte des enjeux en termes de cadre de vie et de société. Encore une fois, des enjeux de pouvoir utiliser ces espaces de promenade, de divertissement parfois aussi, voilà, de culture, qui permettrait effectivement un meilleur entretien de ces lieux puis une meilleure intégration de ces lieux dans la ville. Monsieur Sutter, c'est à vous. Et on passera aux questions juste après. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Donc, je suis maire d'une petite commune de 150 habitants, donc Sternenberg, qui jusqu'alors n'avait pas son propre cimetière, pas de lieu de culte, donc pas d'église. Et ça ne posait pas trop de questions jusqu'à dans les années 90, où il y a qu'un curé, les gens se rendaient tous les dimanches au cimetière, donc pouvaient se recueillir. Et puis finalement, le cimetière paroissial est devenu cimetière communal. On prendrait peut-être que la raison économique a joué, que la commune de Bretten a voulu être maître de son cimetière, et donc on était, je ne veux pas être trop méchant, mais quasiment toléré. Et les gens qui sont, en fin de compte, dans ces mêmes années-là, nos communes ont commencé à attirer des gens, donc c'était le retour à la ruralité, et les gens qui venaient dans notre commune se posaient la question, mais ça ne fait pas de cimetière, quoi. On ne comprend pas. Donc je me suis rendu compte qu'un défunt sur deux n'était pas inhumé à Bretten, mais les gens retournaient dans leur lieu d'origine, là où ils étaient nés. Et en fin de compte, si la communauté de vie a du sens, il nous semble essentiel que si nous avons pu vivre ensemble, on puisse également reposer ensemble dans un même lieu. Donc on est parti de ce manque de cimetière et on s'est rendu compte, bien évidemment, où on nous a fait comprendre que les méthodes et surtout la praxis qui était pratiquée et qui n'est pas toujours relayée au niveau des familles avait un impact sur la qualité des sols et notamment sur l'eau, et que cet aspect-là devait être pris en compte dans notre réflexion. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que le cimetière traditionnel, comme l'a dit Mme Kait, avec cet empilement de marbre, donc pas de pierre du pays, ces ballons de foot gravés sur les stèles, tout ça, c'était pas vraiment propice au recueillement. Et donc nous avons cherché une solution, d'abord un terrain, et puis on s'est rendu compte qu'on avait un sous-bois. Un sous-bois où il y avait une clairière qui jouxtait le village, quoi, avec une vue magnifique sur le patelin. Et on a choisi ce lieu pour mener à bien notre réflexion, c'est-à-dire je crois qu'on va passer à... Ouais, un petit souci. Voilà. Donc le lieu, c'est celui-ci. Le monument qui est à gauche, c'est un monument qui est au centre du village et qui obstruait un peu la visibilité quand on voulait tourner à gauche ou à droite. Donc on l'a emmené près de ce site, au bord de ce chemin, et on s'est servi de cette clairière où les gens finalement venaient jeter leur branchage et ainsi de suite pour créer cet espace qu'on appelle le Ewigkeit Pleinla. Pourquoi ? Parce que donc le petit coin de l'éternité, le lieu s'appelait le Essig Pleinla, parce qu'il y avait à cet endroit un gars qui jusqu'alors vendait du vinaigre, donc le Essig et Vic qui les a permis de lui. Donc il a été dit que l'incinération se pratiquait de plus en plus, on était conscient. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce lieu, parce que la clairière n'est pas trop importante et on se doute bien que dans les années à venir, il va falloir permettre aux gens de rester en un seul et même endroit, mais on se doute bien qu'il n'y aura plus réellement beaucoup de problèmes par rapport à l'inhumation. Néanmoins, en parlant d'inhumation, autant pour
le columbarium, les règles sont assez faciles. La seule problématique, c'est de pouvoir verser au bout de la concession qui est pas trop. On n'en a pas fait une histoire d'argent, de pouvoir verser les cendres dans le jardin du souvenir que vous avez tout à droite. Et donc pour le reste, on a voulu, donc on a tenu compte de toutes les pratiques et toutes les ce qui se faisait par ailleurs, pour ainsi dire, pour créer un règlement. Et créer un règlement, ça effectivement, ça nous a posé des problèmes. Parce que pour créer un règlement spécifique, il faut que la commune puisse disposer d'un autre cimetière pour tous les aspects traditionnels. Donc on n'a pas pu se détacher du cimetière de Bretten, qui sur le papier reste notre cimetière principal. Ainsi, ceux qui ne veulent pas se plier à notre choix pourront toujours aller à Bretten ou ailleurs, quoi. Néanmoins, pour chez nous, les cercueils, c'est aucun vernis donc, qui est néfaste au sol. Peut-être que on a l'espoir que le carton va peut-être s'imposer. Pas de poignée métal et donc pas de traitement des corps, quoi. Donc là, dans notre praxis, quand on voit qu'effectivement, si on expliquait aux gens ce que c'est exactement, je pense que beaucoup d'entre les gens qui se posent des questions, ça poserait beaucoup moins, quoi. Donc ça a été notre choix. Donc vous avez un espace qui logiquement est dédié à l'inhumation, qui doit être clos. C'est la règle en France. Il faut un mur de 1,50 m ou un grillage de 1,50 m autour de l'espace. Vous doutez bien que profiter d'un endroit propice au recueillement en pleine nature et mettre des murs dans la forêt, ça nous pose un réel problème. Donc on a un devis, on a fait le choix, parce qu'il faut pouvoir dire exactement où sont enterrés les corps, mais nous avons l'espoir que d'autres communes venant voir ce qu'on a réalisé vont permettre l'évolution. Donc finalement on n'est pas trop pressé. Si demain il y a l'inhumation, on va dépenser l'argent pour faire un enclos avec un seul espoir, pouvoir l'enlever à nouveau le plus vite possible. Donc vous voyez qu'il y a un banc. Jusqu'à présent, il y a une incinération, il y a un seul corps, une seule urne. Il y a une petite cérémonie qui s'est faite là, ça nous a fait à nouveau. Et est-ce que finalement, une cérémonie à l'église, puis encore une en pleine forêt, bon, ça nous a un peu surpris quand même. Mais en fin de compte, l'espace inhumation est matérialisé au sol. Si demain, il faut absolument le faire, on le fera. Sinon, on a compris qu'on est en France. Effectivement, il y a certaines règles où le bon sens mériterait qu'on évolue également, quoi. Donc, autrement, en termes de problématiques, je vais quand même... On s'est rendu compte que beaucoup de localités ont des cimetières maintenant qui sont des murs de 30 cm. Le portail, il n'y en a plus, il est ouvert, quoi. Donc finalement, voilà, on est en France, quoi. Donc on a créé ce qu'on appelle un espace, un jardin du souvenir, qui est au pied de cet arbre métallique. Donc on a créé, donc il y a la fosse, on a mis de la terre, pour le moment il n'y a aucune cendre, donc on y met des fleurs, puisque les gens n'ont pas la possibilité de mettre au pied autant du columbarium que de l'endroit où il y a l'inhumation des corps, n'ont pas la possibilité de mettre de fleurs de vase en plastique, quoi. Il est toléré pendant 2 mois des fleurs naturelles, mais j'ai été voir à Éloie, dans le territoire de Belfort, il y a une forêt qui sert d'eux, les fleurs en plastique, elles se promènent dans la forêt. Le marbre existe malgré tout, donc en fin de compte, je me suis surtout inspiré de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vrai que donc, sur ce jardin du souvenir, on a fait réaliser un arbre en métal, et sont déjà, pour pas que l'arbre soit vide, on a mis une feuille mémoire pour toutes les personnes de la communauté de vie qui sont décédées depuis 2002. Donc il y a effectivement, c'est fait de manière assez rustique, hein, je m'amuse avec des lettres à frapper, et donc c'est une idée qui plaît beaucoup, quoi. Donc si par exemple les gens de la communauté de vie qui sont enterrés à Bretten, malgré tout, ils ont fait partie de la communauté de vie, il y a ce qu'on appelle la feuille mémoire qui réside dans la commune. Donc le choix en termes de gens qui choisissent directement le jardin du souvenir, c'est possible, hein. On n'est pas obligé de passer par le columbarium. On a mis un prix, un montant unique de 100 €
que le montant versé pour toujours, les gens ne reversent pas et la feuille reste à l'arbre. Le droit local, il n'est pas plus souple. Pardon? Le droit local, il n'est pas plus souple. Non, il n'est pas. Il fait, je crois qu'il n'y a rien dans le droit local par rapport à ça, quoi. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit non plus, dans l'espace d'inhumation, ça sera un peu comme le système à l'américaine, hein, pour ceux qui connaissent. Il y aura une stèle, et la stèle, c'est exactement un seul modèle, parce qu'on a l'espoir aussi, comme disait Madame Caille, de pouvoir réutiliser la pierre. Il faut qu'elle reste 50 sur 50 en grès. Les gens peuvent la recueillir s'ils ne veulent pas renouveler leur concession, ou elle nous est attribuée si elle n'a pas prise dans les... Et on peut la remettre à disposition de quelqu'un d'autre en changeant la plaquette, quoi. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir des stèles à l'abandon qu'on en fait quoi, enfin. C'est la bonne pratique, comme elles sont toutes identiques, ça ne pose aucun problème. Par contre, il y a la possibilité de planter en pleine terre un petit rosier, par exemple, au pied de la stèle. Il y a un espace de 50 sur 50 qui permettra de planter un rosier. Donc la communauté urbaine de Strasbourg s'est déplacée, ils ont vu qu'il y a des rejets comment dire, de régénération naturelle qui étaient effectivement, comme il y a de l'air et du soleil, il y a des replants. Ils se disent, pourquoi on ne mettait pas un arbre? À partir du moment où vous avez un défunt et vous plantez un arbre, et le concubin ou l'époux part 20 ans après, si vous creusez pour mettre le cercueil, l'arbre il est mort, hein, vous les raffinez, vous les détruisez. Donc ça ne sert à rien du tout, quoi. Pour ça, il faut beaucoup plus d'espace, quoi, pour pouvoir aller vers l'arbre. Hein. Voilà ce qui a animé notre réflexion à ce moment-là, donc il y a 3 ans. Et ce qui a été fantastique, c'est que la communauté de vie s'est approprié le projet. On a par exemple, pour le rendre malgré tout accessible aux handicapés, ce qui n'était pas le cas au début, on a récupéré des pavés que d'autres rejetaient, on les a nettoyés lors d'une journée citoyenne. Et du coup, on a fait 3 journées citoyennes, non pas parce que j'ai demandé s'il y en avait 3, parce que les gens voulaient finir le travail commencé. Et donc, bien souvent, il y a des gens qui sont assis sur le petit banc. En fin de compte, moi, ça ne me choquerait pas du tout, et je crois d'autres non plus. Bon, après, il y a tâton. Si demain, il y avait un concert de musique classique sur le lieu, quoi. Et comme on est tout près des maisons, c'est un peu, on a fait en sorte que il y ait un respect entre la vie et la mort, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Sutter.